Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Chaque semaine, vous le savez, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce grâce bien sûr à l'analyse de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Les élections du Lamentin, le carnaval, que penser des bienfaits de la colonisation mise en avant par Éric Zemmour et la venue de Marine Le Pen sont les thèmes que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui. Georges Calixte, au sujet des élections du Lamentin, quelle analyse apportez-vous aujourd'hui ? Il y a, si vous voulez, deux critères qui permettent de lancer l'analyse. D'abord, le constat d'une grande stabilité du corps électoral autour des trois anciens maires, le maire sortant Jocelyn Sapoti et l'ancien maire José Toribio, ainsi que René Julliard. Et rappelez-vous qu'en 2020 déjà, au-delà de ces trois maires, anciens maires et maires sortants, il y avait eu deux candidats qui avaient tenté l'aventure de vouloir s'accaparer en tout cas quelques électeurs de l'échiquier politique. Première tentative infructueuse, puisque ces deux candidats ont entre-temps, en 2022, on le constate, rejoint Jocelyn Sapoti. En 2022, il y a eu deux autres nouveaux candidats qui ont tenté l'expérience, et on peut parler d'une expérience infructueuse, puisque je crois qu'il y a eu un peu plus de 350 voix pour l'un, 157 voix pour l'autre, 152 voix pour l'autre. Donc, manifestement, le Lamentin, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, et dans le cadre d'un échiquier politique relativement stable, et que cette stabilité s'articule autour des anciens maires. Maintenant, parmi ces anciens maires quand même, donc entre José Toribio et René Julliard, il y a un opposant qui devient de plus en plus légitime. On appelle l'opposant légitime celui qui est à même à représenter une alternative politique. Et c'est le cas de José Toribio. C'est lui qui a le plus progressé au cours de ces dernières élections. Et même si Jocelyn Sapoti a bénéficié, il lui manquait 138 voix dès le premier tour, il a bénéficié de la dynamique qui s'est installée puisque l'abstention a baissé. L'opposant légitime reste pour l'instant José Toribio, et on constate que cet électorat reste agrégé autour de ces trois pôles, même si René Julliard a quelque peu perdu, en tout cas son socle d'électeurs. Alors justement, vous les citiez à l'instant, pourquoi y a-t-il eu un échec dans la négociation entre José Toribio et René Julliard ? Je ne sais pas si on peut parler d'échec. Il faut parler plutôt de réalisme politique. José Toribio et René Julliard se sont toujours combattus. Imaginez-vous qu'il y ait José Toribio en 1 et René Julliard en 2. Au niveau de l'électorat, il y a quand même une mémoire des conflits entre ces deux personnalités, de fortes personnalités. Et je reste persuadé que si José Toribio s'était associé à René Julliard, la déperdition consécutive à leur passé et leur antériorité de conflits personnels aurait abouti à ce que le score de José Toribio soit moins important. Et nous avons, et je le cite souvent, comme cas d'école, ça a été Capesterre-Bello, 2008-2014 avec Joël Beaugendre. Il a été battu en 2020, mais en 2008-2014, le total des voix de ses électeurs était bien supérieur à son propre total. Toutefois, l'électorat, se méfiant des conglomérats politiques, eh bien, il est au deuxième tour repassé chaque fois, alors que même s'il était arrivé en tête, donc il était en ballottage favorable, il était face à des adversaires qui mathématiquement faisant alliance avaient les moyens électoraux, en tout cas, de le battre très largement. Ça veut donc dire qu'il y a une rationalité de l'électeur qui fait que lorsque des candidats se sont trop battus, se sont trop affrontés, confrontés au niveau des idées, eh bien, l'électorat se dit, mais demain, quelle gouvernance pourra-t-il y avoir en termes de stabilité de gouvernance avec des personnalités qui regardent la vie communale avec les mêmes yeux, mais qui ne les voient pas de la même manière.
Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine, le carnaval et son éventuelle fonction politique. Votre analyse dans un instant. Georges Calixte, on les a vus défiler ces dernières semaines. Le carnaval est-il un moyen de contestation politique aujourd'hui en Guadeloupe? Donc le sujet, Marius, nous l'avions rappelé au traité, en rappelant que le carnaval n'avait pas simplement une fonction d'expression corporelle ou tout simplement de moquerie par rapport à l'ordre établi, mais qu'il y avait bien une fonction politique. Et si je reviens sur ce sujet, c'est que le préfet a interdit toute forme de manifestation carnavalesque, en tout cas consistant à défiler, et pourtant un certain nombre de groupes n'ont pas hésité à défier cet interdit, et ce défi s'est traduit par des groupes institutionnels. On sait à Kio, Vim, ils ont défilé ouvertement et ça a été diffusé au niveau des médias, mais il y a eu également des groupes informels qui se sont en tout cas formés et qui par conséquent ont défilé. Donc, quelle analyse on peut faire au-delà de celle que nous avions faite précédemment? D'abord, le carnaval a cette fonction à rassembler dans la diversité des origines, dans la diversité des origines humaines, quelles qu'elles soient, socio-professionnelles, socio-ethniques. Vous voyez bien que notre carnaval, il y a des touristes qui ne sont pas forcément imprégnés de la culture locale et qui n'hésitent pas à s'associer à des groupes et à défiler en même temps qu'eux. Mais en même temps, quand on regarde de plus près, le carnaval est également un élément de confrontation d'idées. On sait bien que certains groupes Akio a une forte propension nationaliste. Et qui dit forte propension nationaliste dit la nécessité de se mettre en permanence hors de la norme. Akio ne va jamais défiler en même temps que le circuit prévu par les organisateurs et convenu avec la préfecture. Le groupe Vim lui-même, par rapport à un certain nombre de préjugés, on peut être qualifié de groupe iconoclaste, puisque au regard de l'image que l'on se fait de la femme, vous voyez bien que certains membres de ce groupe n'hésitent pas à aller dans une logique de défi. Autrement dit, on peut dire que le carnaval, on l'avions dit, a cette fonction émancipatrice, mais en même temps, elle a cette fonction de générer du désordre, mais un désordre volontaire qui crée ce qu'on appelle du défi par rapport à l'ordre établi. Donc ce n'est pas surprenant que certains groupes, y compris des groupuscules qui se sont formés spontanément, aient défié l'interdiction préfectorale. C'est dans la nature quelque part du carnaval, des défilés. Voilà, le défilé. Mais au-delà même, je vous dis, certains groupes ont cette fibre nationaliste et le carnaval est pour eux un moyen de défier l'ordre établi. Et vous avez vu, puisque ça a été filmé par vos confrères des différents médias, que les policiers ou les gendarmes sont restés et ont observé la scène sans jamais intervenir, sachant que ce défi s'appuie sur une propension, en tout cas socioculturelle forte, de pouvoir considérer l'espace carnavalesque comme étant à la fois un espace de lien social, mais également un espace très symbolique. En particulier, le symbole de la contestation. Vous voyez bien qu'Akio, chaque fois qu'il défile avec des costumes, un rythme de marche qui est un rythme très, en tout cas très dynamique, et également des costumes qui souvent raillent la problématique coloniale que nous verrons tout à l'heure. Donc je ne suis pas surpris qu'il y ait eu ce défi, puisque le carnaval rentre dans cette logique, si vous voulez, de remise en cause de l'ordre établi. Bien, je vous propose de passer... Alors peut-être juste rappeler que concernant ce carnaval, il y a eu également des conséquences qu'il sera intéressant de suivre, puisque a priori les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Par contre, il faut voir quelle sera l'initiative prise par le préfet par rapport à la situation, sachant que les responsables de groupe peuvent être convoqués.
Mais ce qui est intéressant à analyser... Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des conséquences judiciaires à ces décisions? C'est là où il faudra voir jusqu'où ira l'actuel préfet. Il peut considérer qu'il y a eu une déviance, en tout cas qu'il y a eu situation délictueuse, mais en même temps c'est une situation délictueuse qui est guidée par le besoin d'expression de la population. Culturelle tout simplement. Et donc, en tout cas pour ma part, et je reste persuadé que plusieurs personnes m'ont posé la question, il faut voir ce que fera le préfet. Est-ce qu'il ira dans une judiciarisation d'un fait culturel local qui est attendu par la population, ou est-ce qu'il va se contenter de constater qu'il y a eu justement cette expression corporelle, parce qu'il y a eu pas mal de monde qui ont assisté, et ceux qui ont assisté savaient qu'il y avait cette interdiction, et par conséquent, implicitement, ont apporté un soutien justement à cette logique de défi. À votre avis, simple constat ou sanction alors? Il n'y a que le préfet là-dessus, au regard de son arrêté et de son acte réglementaire, qui peut prendre une telle décision, sachant que le simple constat ne peut pas simplement s'accompagner d'un constat délictueux, il faut aussi qu'il s'accompagne d'un constat qu'il y a réponse là à un besoin de la population d'expression, un besoin de ralliement personnel, un besoin de se côtoyer, et qu'à travers l'ami Carême, ce besoin a trouvé un lieu d'expression. Tout à fait. Bien, je vous propose de passer à notre troisième sujet de la semaine. Les propos d'Éric Zemmour ont choqué. Il a parlé de bienfaits de la colonisation. Votre analyse dans un instant. Georges Calixte, que penser des bienfaits de la colonisation mis en avant cette semaine par Éric Zemmour dans la presse? D'abord, il faut bien comprendre les fondements de la colonisation. En remontant un peu plus loin dans l'histoire, nous sommes en 1550. Il y a eu la controverse de Valladolid. Et Charles Quint avait réuni des théologiens et des juristes autour de la question, alors même que l'Espagne s'étendait vers l'Amérique du Sud, autour de la question, les Indiens ont-ils une âme? Ça veut donc dire que le fondement de la colonisation consiste à créer une hiérarchie entre les hommes, et je parle des hommes avec un grand H, donc y compris les femmes, donc au sens humain du terme, et que cette hiérarchie entre les hommes, à travers la question les Indiens ont-ils une âme, voudrait dire qu'il y a une catégorie d'hommes qui seraient détenteurs de valeurs paradisiaques, de valeurs tout à fait civilisationnelles, et qu'il y aurait d'autres qui seraient tellement hors normes, en tout cas d'un niveau inférieur sur le plan humain, qu'on se pose la question de leur détention d'une âme. Et donc, le propre même de la colonisation a été de créer une discrimination et une hiérarchie entre les hommes. Cette discrimination et cette hiérarchie s'est, entre guillemets, accompagnée au cours des derniers siècles d'une racialisation du processus de colonisation, puisque ce sont les Européens leucodermes qui ont colonisé l'Afrique et voire même ont transporté dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord un certain nombre de peuples qui ont été réduits en esclavage. Donc, les propos d'Éric Zemmour sont choquants. C'est que manifestement, il n'a jamais analysé les conséquences de la colonisation. Cependant, on est dans un système assez particulier, puisque quand on fait l'analyse du Conseil constitutionnel sur la tenue de certains propos concernant des faits humains qui ont été des faits en tout cas répréhensibles, on constate que le Conseil constitutionnel fait la distinction entre deux catégories de faits humains. Si vous allez et vous contestez, vous faites l'apologie de la Shoah, vous serez sanctionné, puisque depuis le tribunal de Nuremberg, la Shoah a été jugée par un tribunal international comme étant
un crime contre l'humanité répréhensible. Par contre, ni l'esclavage, ni la colonisation n'ont été jugés, malgré leurs conséquences catastrophiques, n'ont été jugés comme étant des éléments répréhensibles. Alors justement, la liberté d'expression, Georges, on l'accorde pour, vous venez de le dire, hein, la colonisation, l'esclavage, mais la Shoah n'entre pas dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Le Conseil constitutionnel considère que donc, lorsque quelque chose n'a pas été jugé, le fait d'en faire l'apologie relève de la liberté d'expression. Donc vous pouvez vous exprimer sur l'esclavage, y compris en faire l'apologie. Vous exprimer sur la colonisation, y compris en faire l'apologie, vous n'aurez pas de difficulté, ça relève de votre liberté d'expression. Par contre, si vous effectivement faites l'apologie de la Shoah, vous serez sanctionné. Et il y a par conséquence deux incidences. La première, c'est que sur l'échiquier politique français, on constate qu'il y a l'extrême gauche qui dénonce les méfaits de la colonisation. Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Vous avez par contre l'extrême droite qui, au contraire, à contrario, parle des bienfaits de la colonisation. C'est le cas d'Éric Zemmour et nous verrons tout à l'heure pourquoi il dit qu'il y a eu des bienfaits et les travers qu'il peut y avoir à travers, en tout cas, la perception de ces bienfaits. Et vous avez au milieu ceux qui reconnaissent, par exemple, l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi Taubira, mais qui sont dans un devoir de mémoire et non pas dans un devoir de repentance. Donc pour eux, c'est une forme assez, on peut qualifier d'hypocrite, qui consiste à dire oui, il y a eu sur le plan humain des drames et des crimes contre l'humanité, mais nous n'avons pas à nous faire de reproches puisque nous avons tout simplement adopté une forme de commerce qui existait, le fameux commerce triangulaire qui existait à une époque donnée. Et le deuxième aspect, c'est que Éric Zemmour dit mais la colonisation a créé des routes, a créé des hôpitaux ou alors a créé des écoles. Alors parlons-en des routes. Quand on voit comment l'Afrique, l'Amérique du Sud, ou voire même les Caraïbes, oui, il y a eu une amélioration du réseau routier, mais c'était pour mieux piller les richesses des espaces colonisés par les colonisateurs. Ce n'était pas dans l'intérêt de la population autochtone. Jamais. Il y a eu des écoles, mais dans ces écoles, il y a eu, et Pierre Bourdieu, sociologue bien connu, l'a montré, il y a eu une reproduction des hiérarchies sociales, puisque dans le rôle de ces écoles était de montrer que l'excellence était du côté des valeurs du colonisateur. Et que pour que le colonisé puisse progresser dans la hiérarchie sociale, il fallait tout simplement, par une logique assimilationniste répressive, qu'il puisse se rapprocher et ressembler le plus que possible aux colonisateurs. C'est ce qui explique que dans certains pays africains, il y a eu, et après l'indépendance, une situation parfois encore plus catastrophique dans la mesure où ont été placés entre guillemets, des vallées de certains États coloniaux qui ont contribué grandement à accentuer l'exploitation de leur propre pays, moyennant bien évidemment une amélioration de leur situation personnelle. Et même quand on parle des hôpitaux, regardez bien la guerre d'Algérie. En particulier, elle a été décrite par Frantz Fanon, où on vous dit très clairement que les peuples colonisés, en tout cas d'Algérie, n'avaient pas le même traitement médical, en tout cas sur le plan qualitatif, que les colonisateurs. Donc il y a, si vous voulez, une méconnaissance d'Éric Zemmour concernant le fait colonial et malheureusement, dans l'échiquier politique français, il y a ces deux extrêmes qui font que certains dénoncent les méfaits, mais d'autres au contraire mettent en avant les bienfaits. Entre les deux, il n'y a pas une véritable position de mémoire. Est-ce que ces propos peuvent lui desservir dans cette campagne présidentielle? Est-ce que c'est une erreur qu'il a fait là? Son calcul consiste à partir du principe que globalement, dans l'Hexagone, l'hexagonal se considère comme étant le détenteur d'un certain nombre de valeurs.
la France, la Hollande, l'Angleterre, et alors les États-Unis ont été moins colonisateurs, mais en particulier la France. L'Angleterre a eu ce colonialisme qui a été un colonialisme de production, à savoir qu'il y avait quand même un certain respect des cultures spécifiques à chaque peuple, et c'est la raison pour laquelle les colonies anglaises ont accédé plus rapidement à l'indépendance. La France a eu un colonialisme d'assimilation. Ça veut donc dire qu'il y a eu, tout a été fait, et qu'il y a eu une volonté de faire en sorte que les espaces colonisés, les quelques rares espaces restants, puisque la France, entre le début des années 60 et la fin des années 60, a perdu l'Algérie, a perdu plusieurs pays africains. Il lui restait bien évidemment les Outre-mer. Et il y a eu ce colonialisme d'assimilation qui faisait que pour rentrer dans la norme et l'excellence, il fallait le plus que possible ressembler à ce que la France considérait comme étant l'excellence. Bien, Georges, je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine, la venue de Marine Le Pen à la Guadeloupe. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Georges Calixte, Marine Le Pen a annoncé sa venue en Guadeloupe. Est-on sur une fin de la diabolisation de la candidate ? Certains signes permettent de le penser. Et je vous rappelle qu'en 2002, son père n'avait pas pu atterrir en Martinique et il a dû rester sur le tarmac à la Guadeloupe. Alors oui, je pense qu'il y a une fin de la diabolisation du Rassemblement national pour trois raisons. La première, c'est que le Rassemblement national n'a plus, comment on appelle ça, le monopole de l'extrême droite. Le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour a très largement empiété sur son champ, de son espace politique. Et d'ailleurs, quand on pose la question dans les différents sondages qui représente l'extrême droite, c'est plus Éric Zemmour que Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour est plus dans l'extrême que Marine Le Pen. Plus que Marine Le Pen. Et c'est vrai que, deuxième élément, il y a eu une stratégie menée par l'actuelle présidente du Rassemblement national, maintenant candidate, donc elle a été remplacée par Jordan Bardella, mais qui a consisté à considérablement adoucir, entre guillemets, son discours, y compris par rapport à l'immigration ou par rapport à la fermeture des frontières. Rappelez-vous, elle était absolument contre toute forme d'immigration. Maintenant, elle nuance en disant mais on ne peut pas non plus piller nos ressources pour pouvoir supporter les immigrés en situation irrégulière. Donc elle vise les immigrés en situation irrégulière, dont elle accuse le gouvernement de ne pas lutter suffisamment. Et concernant maintenant l'Europe, elle parlait du Frexit. Il y a eu le Brexit, les Anglais. Elle parlait du Frexit, alors que maintenant, elle a mis de l'eau dans son vin. Elle est beaucoup plus pour une Europe des nations où, tout en ne remettant pas en cause l'Europe, les nations seraient de nature à pouvoir quand même mieux protéger leurs frontières. Donc on est effectivement dans cette stratégie visant à tenir des propos moins guerriers, moins discriminants, et cette stratégie, bien évidemment, qui est propre à l'extrême droite, a été récupérée par Éric Zemmour. Le troisième élément, c'est que les mentalités ont évolué à la Guadeloupe. Rappelez-vous qu'en 2002, ceux qui ont envahi le tarmac, la Martinique ou à la Guadeloupe, c'était souvent des responsables syndicaux à la tête desquels il y avait des militants nationalistes très bien identifiés comme tels, et il y avait encore une certaine influence des corps intermédiaires sur la mentalité de la population. Donc il a été facile de diaboliser Jean-Marie Le Pen. Entre-temps, la situation a bien évolué. Rappelez-vous qu'au présidentiel en Outre-mer, Marine Le Pen, en tout cas le Rassemblement national, a fait un score honorable. Ce n'est pas pour rien qu'elle vient, en tout cas à la Guadeloupe. Rappelez-vous que pour les élections européennes, le score a été encore plus honorable. Elle est d'ailleurs sortie en tête au niveau des élections. Autrement dit, ce qui actuellement avait été récupéré
par les corps intermédiaires pour diaboliser le Rassemblement national, actuellement a moins d'effet. D'abord, on le voit par rapport aux problématiques locales, la dynamique syndicale ou groupale, guidée par certains leaders, a de plus en plus de mal à mobiliser très largement, mais on constate effectivement que l'électeur est devenu beaucoup plus rationnel et que dans sa rationalité, il ne voit pas pourquoi, sur le territoire de la République, on empêcherait à une candidate à la présidence de la République de venir s'exprimer sur le terrain guadeloupéen. Alors justement, aujourd'hui, lorsqu'on vote Marine Le Pen, est-ce que c'est un vote d'adhésion à son programme ou est-ce que c'est un vote de sanction adressé au gouvernement actuel? Je penche plutôt pour le vote sanction. D'abord, malgré tout. Alors regardez bien, où elle fait ses scores les plus importants sont les espaces où il y a le plus grand problème concernant l'immigration. Et vous avez vu que même l'actuel président de la République a commencé dans ses propos à durcir concernant l'immigration. Effectivement, c'est une thématique qui est extrêmement porteuse et pour laquelle, si on laisse l'espace aux extrêmes, eh bien, c'est une perte de voix qui est quasiment garantie pour les dirigeants actuels. Deuxièmement, n'oublions pas que le Rassemblement national reste quand même un parti assez distant par rapport à la réalité ultramarine. Ça veut donc dire qu'au regard des problèmes qui se posent, les électeurs, y compris les électeurs guadeloupéens, même si elle arrive en 3e position à la Guadeloupe, après Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, même les électeurs, cependant, veulent faire passer des messages forts en disant « nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est menée à l'heure actuelle nous concernant ». Et un des moyens de pouvoir exprimer leur mécontentement consiste à voter les extrêmes, mais ce vote pour l'extrême, ce n'est pas un vote d'adhésion aux idées du Rassemblement national, c'est plus un vote d'alerte pour rappeler à nos gouvernants qu'il y a une situation ultramarine et singulièrement à la Guadeloupe qui est dégradée et que cette dégradation eh bien, amène justement par le seul moyen d'exprimer sa volonté et son mécontentement, c'est celui du vote, en n'adhérant pas, en s'abstenant, en n'adhérant pas à la dynamique majoritaire, en adhérant aux extrêmes. Merci Georges pour vos analyses pertinentes. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, n'est-ce pas Georges? Tout à fait, et bonne soirée aux téléspectateurs d'Éclair TV. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.